Alors normalement c'est LTP qui doit bosser à ce moment-là. Ouais. Et il n'est pas là ce soir, il nous a abandonnés parce qu'il avait des obligations professionnelles. Ah le salaud. C'est pas grave, ce soir on va faire une émission exceptionnelle avec des invités exceptionnels, mais comme d'habitude. Hein. Et puis on va parler télévision, émission pour la jeunesse. On va se remémorer quelques souvenirs d'enfance pour certains. Le SECAM. Le SECAM, c'est ça, merci Posty. Christophe il acquiesce. Séquentiel à mémoire. Et bonsoir les geeks. Bonsoir. Bonsoir. Une émission un peu perturbée ce soir parce qu'on a des problèmes avec la caméra de live. Hein. Évidemment, nous n'avons pas assez d'argent pour nous fournir du matériel de qualité, donc tout tombe en panne. Malgré l'appel qu'on a fait en vidéo. Exactement, Posty, je comprends pas, je ne comprends pas. Tu l'as publié d'ailleurs ce Pas encore. Ah bah c'est pour ça, bah voilà, te plains pas. On n'a pas encore demandé d'argent. Alors bonsoir Posty. Bonsoir. Et bonsoir Ludmi. Bonsoir. Et alors on n'a pas que Ludmi, nous avons ce soir l'extrême honneur et l'extrême chance d'avoir Pierre-Alec Bédiard. Bonsoir à tous. Qui nous a amené, et là on est très content, qui nous a amené Christophe Izard. Ouais. Bonsoir Christophe Izard. Bonsoir. Alors on espère que, oui, ça mérite des applaudissements. Mais non. Alors Christophe Izard, pour les plus jeunes d'entre vous, ça dit pas forcément grand-chose, mais alors pour ceux de ma génération, c'est un peu Dieu sur Terre, puisque Christophe Izard a peuplé notre enfance, Posty. Ah oui. Non, grâce à lui, on a passé des heures et des heures devant la télévision. Après l'école, souvent. Ouais, c'était nos premiers émois télévisuels. Ouais. Avec une émission dont on va rappeler tout de suite la musique et le générique. Je vous le remets, je pense que personne n'a oublié ça. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants. Tu chantes, Posty? Le printemps, c'est le pays joyeux, les enfants heureux, les monstres gentils, oui c'est un paradis. Ce jardin n'est pas loin, car il suffit d'un peu d'imagination. Elle a bossé pour que nous, tout près de vous, poussent ces fleurs, ces rires et ces chansons. Voilà, on va pas l'écouter pendant des heures, mais on pourrait. Mais ce qui est marrant, c'est ce qu'on se disait avec Posty, c'est que 45 ans après, on n'a pas oublié. Non, c'est dans les têtes. Hein, c'est vraiment gravé à jamais. Oui. Alors voilà, donc on reçoit le papa de l'île aux enfants, Christophe Izard, mais qui n'a pas fait que ça. Et l'idée ce soir, c'est de parler un peu avec lui de toutes ses créations et de tout ce qu'il a apporté à l'époque dans ce domaine de l'émission pour la jeunesse, parce que c'était quand même un domaine totalement nouveau à l'époque. C'était pas très commun, l'émission pour la jeunesse. Non, il y avait très peu de choses. En gros, c'était des petites séquences de 2 minutes à 3 minutes. Et sans ça, ça s'arrêtait très vite. Et donc, on a démarré avec l'île aux enfants en 1974. Et on a aussi... il y avait aussi des séries. Par contre, il y avait des petites séries comme Colargol, comme Aglaé et Sidonie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça. Oui, il y avait de la série. C'était des petites séries dont les épisodes duraient à peu près 3 minutes. Ah, c'était si court que ça. Oui, c'était très court. J'avais dans le souvenir que c'était très long. Si, il y avait Bonne Nuit les Petits. Il y avait Nounours. Pareil, c'était court aussi. Nounours, ouais. Mais on n'était pas sur un concept d'émission. On était sur des petites pastilles qui étaient placées à ou des séries télé. Souvent, c'était didactique pour apprendre aux enfants à aller se
se brosser les dents et pouvoir aller se calmer coucher, avant de dormir. Voilà, donc on n'était pas dans le divertissement du tout, ni dans l'apprentissage, on était plutôt vraiment dans le didactique. J'ai l'impression que les Anglais, d'ailleurs, avaient plus d'avance que nous là-dessus. Quand on voit par exemple ce que faisait Jerry Anderson avec Super Mario Nation, les Thunderbirds et tout, qui étaient des vraies séries pour la jeunesse de super qualité, hein, et ça datait des années 60. Donc ça c'était assez magnifique. Et puis aux États-Unis, on a déjà démarré voilà, non mais enfin il y avait Jim Henson et Sesame Street, le Muppet Show, des choses qui étaient très élaborées, mais on va y revenir. Posty, des nouvelles de la rentrée, tout s'est bien passé, parce qu'on t'a pas revu depuis notre premier épisode. Tu sais, moi je monte une nouvelle aventure d'entreprise, alors il faut bosser. Hein. Bah oui, tu bosses, bosses à fond. Donc je bosse beaucoup, et puis voilà, pour mettre des choses, mais on fera peut-être un ATG là-dessus, on verra. Voilà. Il y a des chances qu'on en parle. Bon, alors on va démarrer directement la mission, et la mission, ça démarre maintenant par une chronique de Ludmi. Donc Ludmi, tu as la main pour démarrer cette émission avec ta chronique. Je te mets même un bout de jingle. Waouh. Alors, quelque part dans votre maison se trouve une bien étrange fenêtre vers un autre monde. Elle a appris avec le temps différents aspects, différentes formes, émis différents bruits. Autrefois, imposant cube de granit devenu fin cadre numérique, elle concurrencera bientôt votre papier peint. Un monstre gentil qui fut l'ami de bien des enfants et surtout de certains parents qui n'ont pas fait de nuit complète, c'est-à-dire plus de 2 heures, depuis des mois. Dans ma verte jeunesse, cette entité répondait encore au doux nom de téléviseur cathéter, un géant gris tout en masse et en poussière. Je le revois ronronnant paisiblement dans le salon des grands-parents. Les vidéos en ce temps-là se rembobinaient encore avant l'apparition du sacro-saint DVD d'Antioche, des cassettes usées jusqu'à la bande, visionnées encore et toujours des milliers et des dizaines de fois. Parce que, grand mystère de l'enfance, entre 6 et 7 ans, on ne se lasse pas de voir et revoir des cassettes, et pour mon cas, c'était Ma Petite Planète Chérie. Alors si vous ne connaissez pas Ma Petite Planète Chérie, je vous la recommande chaudement. C'est une VHS qui a bercé mon enfance, et elle sert de grande cause, comme entre autres redorer le blason des arachnides. Elle redonne ses lettres de noblesse à cette espèce souvent méconnue et méprisée. Tout cela grâce à Zita, qui est une petite araignée absolument adorable. Oui, parce qu'il ne faut pas compter sur Aragorn dans Harry Potter pour servir à la cause des Spider Can Be Cute sur nos écrans. Nous avons donc été tous bercés, chacun à notre manière, par ce cyclope télévisuel. Chacun avait son rendez-vous. Le soir, par exemple, après avoir négligemment jeté son cartable Chippy et se jeter en salto avant sur le canapé, ou alors le dimanche matin à pas feutrer pour aller mater quelques cartoons sans éveiller les autorités parentales. Un des rares moments d'ailleurs de la vie où le réveil à 8h du matin un dimanche est encore source de plaisir. Nous y rencontrions alors toute une galerie de personnages hauts en couleur, dont certains nous ont même accompagnés des années durant. Par exemple les Looney Tunes qui sont toujours fidèles à eux-mêmes, ou même Casimir pour de nombreux d'entre nous. Et d'autres ont fait sans cesse peau neuve. Je ne sais pas si vous avez récemment regardé Oui Oui, ce sympathique chauffeur de taxi jaune avec son bonnet à grelots. Alors maintenant, exit les petits souliers à lacets. Maintenant, il porte des Converse. Bah oui, c'est pas parce qu'on conduit un taxi dans une ville imaginaire où les maisons font la taille des champignons qu'on ne peut pas contribuer au grand capital. Tous, les jeunes et les moins jeunes adultes que nous sommes, gardons en nous le souvenir, parfois teinté d'incompréhension, de ces dessins animés qui ont nourri notre imaginaire. Alors, étant la plus jeune du groupe, j'ai bien peur que certaines de mes références n'évoquent pas grand-chose à mes confrères. J'essaierai donc de ne pas m'aventurer hors des sentiers battus du paysage télévisuel français, en tout cas de mon époque. Alors, personnellement, je vais faire entrer les accusés de ma jeunesse, que je vais vous présenter ici. Alors, ils sont au nombre de 3, et les premières sont 3. En effet, elles sont 3 copines qui portent des combinaisons en latex aux couleurs des panafricaines, 3 copines du lycée qui combattent le crime et les méchants farfelus à coups de rouge à lèvres et de gomme poudrier. Elles sont, vous le savez peut-être, ce sont les Totally Spies, et le chef d'accusation que j'ai contre elles, c'est 3 notes. Une montée, une descente de gamme. Aussi simple que ça, et le résultat, c'est une génération entière qui est conditionnée à reconnaître le SOS Call du WHOOP. Alors pour les non-initiés, le WHOOP, c'est l'organisme qui emploie des lycéennes afin de démanteler des réseaux terroristes et résoudre des problèmes criants d'actualité comme empêcher Arnold, la grosse tête de la classe, de transformer l'humanité, je cite, en neuneu avec sa pierre magique qui aspire le côté cool des gens.
Voilà, donc Interpol peut aller pleurer sur ses points de charisme parce que clairement, il ne fait pas le poids. Notre deuxième accusée, elle est frisée. Son animal de compagnie, tout en écaille, fait pâlir de jalousie les méchants de James Bond. Ces pauvres élèves aimeraient bien passer un voyage tranquille, mais non, avec Madame Bille en tête, pas question. Voilà, donc ceux de ma génération ont tout de suite le générique du bus magique dans la tête qui est sorti du tréfonds de leur mémoire. Le chef d'accusation que j'ai contre elle, c'est que les cours de bio sont beaucoup moins amusants que d'aller tranquillement visiter les vaisseaux sanguins d'Arnaud. Arnaud, c'est celui qui était le petit roux à lunettes. Et enfin, le dernier, j'appelle un animal à la fois sauvage et tout doux. Amical et agressif, son hurlement caractéristique est un cri de ralliement pour les nostalgiques des années 2000. On connaît tous quelqu'un qui en avait un en peluche. Il a rendu fou plus d'un parent et aussi Lambert Wilson dans un obscur film d'Alain Chabat. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le marsupilami. Et pareil, quel est le chef d'accusation que j'ai contre lui ? C'est d'avoir ruiné les grasses matinées de nombreux parents dont la progéniture s'était mis en tête de réaliser un nid de marsupilami avec leurs oreillers, leurs couettes et leurs édredons. Je parle malheureusement d'expérience. Chers parents, pardonnez-moi. Mais assez parlé de mon enfance, il est temps, chers auditeurs, de parler de la vôtre, qui était déjà peuplée de créatures extraordinaires et de monstres gentils. Oui, c'était un paradis. Vous voyez où je veux en venir avec mes gros sabots cloutés. Ce soir, nous accueillons celui sans qui toutes ces créatures que j'ai connues n'auraient pas vu le jour, celui sans qui nous n'aurions jamais accosté dans cette belle ville et dans cette belle île aux enfants, le Christophe Colomb de votre enfance télévisuelle. Et ça, monsieur Christophe Izard, c'est sacrément geek de votre part. Bravo. Ouais. Merci. Bon, je tiens à dire que le live est tombé en panne. Voilà, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Et on va commencer par parler de Christophe Izard, des origines de son métier, c'est-à-dire être producteur d'émissions de télévision, concepteur d'émissions de télévision, puisqu'à l'origine, c'est ce que vous faites, Christophe. Oui, mais j'ai commencé quand même par le journalisme et c'était un mélange de... J'avais un orchestre amateur où je jouais du saxophone. Pas mal. Et puis, en même temps, j'ai commencé à travailler comme journaliste, d'abord à Jazz Magazine, le saxophone en étant la cause. Et ensuite, ça m'a permis de déborder sur la télévision. Pour adultes, ensuite, à la demande du directeur à l'époque de la 3e chaîne, Jean-Louis Guillot, qui avait un problème avec son créneau enfant, j'ai débuté un peu malgré moi dans la télévision pour enfants en créant l'île aux enfants en 74. Pour la 3. Pour la 3. Oui, parce qu'après, nous, on l'a vu sur la 1. C'était la 2 ? C'est la 1 ou la... Non, c'est la 1. Non, ça a commencé sur la 3 et c'est venu sur la 1 après. Et qui étaient des chaînes publiques, je le rappelle, à l'époque. Il n'y avait pas de chaîne privée. Oui, mais ce qu'il y avait, c'est que ce qui était difficile à l'époque pour nous, c'est que sur la 3, c'était une chaîne en couleur. C'était une chaîne nouvelle en couleur. Et quand on est passé sur la 1, pendant presque un an, on est revenu en noir et blanc. C'était en retard. Exactement. Ah oui, alors ça a démarré tout de suite en couleur, donc Casimir était déjà orange. Oui, mais tout le monde... Ceux qui avaient la couleur, voilà. C'est-à-dire peu de gens. Et tout le monde le croyait vert. Ah, c'est marrant. C'est le deuxième monstre gentil qui était vert. C'est Hippolyte. Oui, c'est Hippolyte, c'était le cousin. Bien après. Le cousin de Casimir. Ne grillons pas les étapes. Ne grillons pas les étapes. Donc ça démarre en 74 sur la 3, donc ça fait 44 ans. Wow. Ouf, ça nous rajeunit pas, on va dire. Surtout moi. Mais alors, bon, moi j'ai quand même une question. On débarque pas dans les programmes pour la jeunesse comme ça au hasard. Vous aviez envie, vous en aviez parlé. On n'est pas venu chercher Christophe Izard en disant tiens, toi qui traînes dans le coin, est-ce que tu nous ferais pas une émission pour la jeunesse ? Ça s'est passé comment cette genèse et cette histoire de l'île aux enfants ? C'est à peu près ça. C'est marrant ça alors. Parce qu'en réalité, moi j'avais fait une émission qui était un magazine sur les variétés avec Claude Fléouter, et qui était lui aussi journaliste. Moi, j'étais à France Soir, lui était au Monde.
Et on a fait une émission qui a très très bien marché. Et il y a eu en 71, l'association des critiques de télévision nous a donné à l'un et à l'autre le titre de meilleur homme de télévision de l'année, ce qui était quand même assez fantastique. C'est pas rien. Après 2 ans de télévision. Et donc, pour vous remercier, on vous a viré. En 2 mois plus tard. Oui, j'ai l'air de le savoir, mais c'est parce que Christophe me l'a dit avant. Le monde merveilleux de la télévision. Mais sans aucun reproche ni rien, on me reprochait rien, c'est simplement l'optique de la direction changeait au niveau des émissions, et voilà. Donc, sans bien comprendre pourquoi ça s'est fini comme ça. Et bon, il s'est trouvé que... À l'époque, j'avais un type avec qui j'avais travaillé au Midem, puisque j'avais été aussi directeur artistique du Midem au début. Ce gars, on va peut-être dire ce que c'est que le Midem pour ceux qui ne connaissent pas. Marché international du disque et de l'édition musicale. C'est ça. C'était ça. Ça existe toujours ? Oui, je crois que ça existe toujours. Mais là, j'étais le premier directeur artistique. Et donc, un jour, bon, un quiproquo je rate un déjeuner et je vais déjeuner au studio de Billancourt où je tombe sur Éric Rochat, qui était l'ancien directeur financier du Midem, et qui fait « Ah, Christophe, est-ce que tu peux partir aux États-Unis la semaine prochaine ? J'avais pas pensé à toi. » Mais il s'agit d'adapter le plus grand programme américain pour enfants. C'était Sesame Street, Sesame Street, qui est devenu Rue Sésame en France. Oui. Bon, et bon, moi je dis bien sûr. Bah ouais, ça se refuse pas. Pas de problème. 4 jours plus tard, j'étais à New York et finalement, les Américains qui avaient refusé déjà 3 producteurs, candidats producteurs, ont accepté que je sois chargé de l'adaptation. Et donc, on a adapté ce programme. Les Américains étaient très contents, tout le monde avait l'air très content, mais on était peu après mai 68. Et après mai 68, les inspectrices des écoles maternelles ne voulaient absolument pas accepter une émission d'origine américaine. Et donc, l'émission a été balayée, tout était mauvais, ça valait pas un clou, etc. Et donc, je me suis retrouvé de nouveau avec rien à faire. Mais Jean-Louis Guillot, à ce moment-là, qui était le directeur de la 3e chaîne, est devenu comme l'ORTF éclaté. Oui. C'est le moment où tout s'est casé. Et il est devenu directeur général de TF1. Il a voulu, lui, des séquences de Sesame Street. Donc, il a rencontré les Américains qui s'occupaient du programme et ils ont décidé d'en diffuser des séquences en France. Mais pas l'intégralité du programme, au début. Non, pas l'intégralité, jamais. C'était que des séquences particulières. Simplement, donc il leur a dit, écoutez, moi je veux bien faire ça, mais j'ai pas de producteur. Est-ce que vous connaissez un producteur pour la jeunesse qui pourrait faire ça? Et les autres ont dit, ah mais oui, on connaît Christophe Izard, il nous a fait un truc très bien, on est content de lui, etc. Et je travaillais 2 bureaux à côté. Donc Guillaume m'a fait venir et m'a dit, vous démarrez L'île aux enfants qui va venir sur TF1. Et puis, donc, c'est parti comme ça. La couleur a valorisé tout ça. Casimir est devenu orange. C'était très bien. D'abord, non, au début, il était orange déjà sur la 3. Donc, j'ai lancé l'émission de L'île aux enfants.
Et ça a très très bien marché tout de suite. Pourquoi elle n'est pas restée sur la 3e chaîne d'ailleurs? Parce que Guignot a été nommé sur TF1. Ah, il est passé de la 3 à la TF1 Voilà. et donc il vous a embarqué avec. Il m'a embarqué avec. Il y a eu des réticences en face, mais bon, moi je l'ai suivi ravi. Et un mois plus tard, il me dit voilà, j'ai un problème, je veux faire un programme, un mercredi après-midi complet pour les enfants et les jeunes. Alors, faut que vous me fassiez ça. On était fin octobre 73, donc, ou 74, pardon. Et je devais démarrer pour le premier mercredi de 75. C'est-à-dire que j'avais 2 mois pour concevoir et faire une émission de 4h30, 4h45 même, qui était un programme qui venait sur le vide, parce qu'avant, le mercredi après-midi, il n'y avait aucune émission pour le mercredi après-midi. Donc c'était juste une mire pour les techniciens qui voulaient régler les appareils. Ça, les gens ont oublié que dans les années 70, la télé, c'était pas 24 heures sur 24. Là, en fait, le 24 heures sur 24, c'est arrivé même au milieu des années 80, bien longtemps après. Je me souviens. Voire fin des années 80. Fin des années 80, puis il n'y avait que 3 chaînes aussi. Bien sûr. Le soir, il y avait des petits films de Folon. Tu sais, qui t'annonçait doucement que ça allait s'éteindre, qu'il allait y avoir de la neige sur le téléviseur. Oui, il y avait ça, c'était sur la 2. Sur la 1, ils avaient des images de synthèse dans les milieux des années 70. Oui, là. C'était le Screenmate. Donc, Pierre-Alec, parle bien près de ton micro. Je vais parler devant le micro. Alors, Pierre-Alec, attentivement, Pierre-Alec, Christophe. Oui, tu connais bien Christophe. Oui, on connaît Christophe depuis toujours, parce que je suis né dans les années 70 et que j'ai été bercé moi aussi par les émissions de Christophe. Mais j'ai la chance effectivement de travailler avec Christophe depuis 18 ans et qu'on développe aujourd'hui des projets autour des propriétés de Christophe. Donc oui, je connais bien Christophe. Voilà. Depuis, et donc toi, tu t'occupes d'une société qui s'appelle Osibo. Alors je suis le gérant d'Osibo avec mes associés Lorenzo Vallée, Arnaud Magnier et Pierre Horto. On développe depuis 99 des projets autour de ces belles licences. Donc au début, on était simplement une association, on s'est professionnalisé parce qu'il y avait de la demande et qu'on voulait travailler de manière cohérente autour de ces propriétés. Et puis dès les années 2000, on a commencé à développer des projets d'édition, essentiellement en publishing avec Atlas sur Casimir. Voilà. Et puis notre objectif, c'est d'avoir une nouvelle vie pour toutes ces belles propriétés. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors on estime effectivement qu'elles ont besoin de revenir parce qu'elles n'ont pas de date de péremption. Donc nous, on est là pour simplement les réadapter au format actuel. Et donc on travaille en partenariat avec les auteurs et en particulier Christophe Izard. Voilà. Alors Christophe, excuse-moi Aposti, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, moi j'ai une question, c'est... une des choses marquantes de L'Île aux enfants, c'est son générique. Donc on a entendu la musique, donc qui a été composée, tu me le disais tout à l'heure, par Roger Pouli. C'est ça, et dont vous avez écrit les paroles. Dont j'ai écrit les paroles, oui. Déjà, c'était bien, parce qu'on s'en souvient bien. Mais surtout, alors, ce générique magnifique avec ces images de couleurs pastel et ces dessins un peu stylisés, etc. 13 années 70 avec des couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ça, qu'est-ce qu'il a imaginé, ce générique à l'époque? Ce générique a été créé par Anne Hofer, qui était une dessinatrice qui était à Marseille. Et ça, je vais juste vous expliquer un peu parce que c'est rigolo quand même. Et quand je suis arrivé sur TF1, il y a Jean-Louis Guillot, donc, m'a dit Eliane Victor et Michel Arnaud sont vent debout, c'était les responsables des émissions pour la jeunesse de l'ORTF. Et il m'a dit, le seul moyen que j'ai, si vous voulez travailler tranquille, je vous nomme vous choisissez une station régionale.
Et donc, pour être tranquille et travailler tranquillement, parce que sur les stations régionales, les personnes qui dirigeaient les services à Paris le reste du temps n'avaient aucun pouvoir. Et donc, à Marseille... Vous n'aviez pas dans les pattes. Ouais, voilà. Une bonne idée, ça. Et donc, j'ai pu démarrer à Marseille tranquillement. Enfin, je dis tranquillement, mais il faut quand même penser que 3 mois avant d'être à l'antenne, avec 4h15 toutes les semaines, c'est-à-dire que quand on prépare la première émission, mais il y a la deuxième, il y a la troisième, la quatrième, ça vient à toute vitesse. J'ai dû faire des prouesses. Je ne sais même pas comment on y est arrivé. J'ai pu réunir une équipe formidable. Et dans cette équipe, il y avait Anne Hofer, qui était des dessinatrices, qui travaillait à la station régionale de Marseille, qui avait fait quelques petits dessins comme ça. Elle avait aussi fait l'habillage de la chaîne. Oui. Bon, elle avait fait l'habillage, je ne me souvenais plus. Bon, mais pas pour TF1. Non, pour la troisième chaîne. D'accord. Et donc, je me suis trouvé avec cette fille, je suis tombé amoureux. Elle m'a montré un petit dessin animé de 10 secondes. J'ai trouvé ça extraordinaire et je l'ai engagée. Et du coup, elle a travaillé pendant des tas d'années. Une quinzaine. Elle continue maintenant encore, mais c'est vraiment une fille d'un talent extraordinaire. Anne Hofer, c'est A2NE H-O-F-E-R. C'est ça. Et si vous cherchez sur Facebook, vous allez la trouver et vous allez trouver ses créations. Elle a quand même signé tous les génériques des émissions de Christophe Izard jusqu'à Câlin Matin. Elle a ensuite participé à la totalité des dessins qui sont présents dans les Visiteurs du mercredi, les bancs titres quand ils changeaient effectivement de cassette. Donc on la retrouve aussi également sur les chansons, quand il y avait des invités sur le plateau, c'était souvent fond incruste, fond vert ou fond bleu. Et les dessins qui étaient derrière, c'était les illustrations de Anne. Ouais. Ouais, c'est génial. Alors si vous entendez feuilleter des pages... Je suis en train de chercher sa photo, je l'ai trouvée tout à l'heure. Et, elle est passée. Donc vous entendez Posty qui feuillette un magnifique livre. Alors on va quand même parler du bouquin. C'est superbe. C'est un livre qui est sorti chez Hors Collection, c'est Hachette, Hors Collection. Non, c'est Editis. C'est Editis, pardon. Oh là là, je vais me faire taper sur les doigts. Taper dessus. Hors Collection, ça s'appelle, c'est Editis, c'est Les Visiteurs de notre enfance, et c'est un superbe livre que tu as co-signé, Pierre Alec, avec Christophe Izard et Arnaud Magnier. Et la maquette est signée par notre directeur artistique, Lorenzo Vallée. Et elle est juste sublime, c'est un bouquin de souvenirs magnifique, et on va en reparler parce qu'on trouve plein de choses dans ce livre. C'est un livre exhaustif, donc on retrouve tout ce qui a habillé l'émission de Christophe Izard, donc Les Visiteurs du mercredi pendant 8 ans, de 75 à 82, 75 à 83, et Les Visiteurs de Noël. Voilà. Et pour juste parler des Visiteurs de Noël, c'est aussi Anne Hofer qui a signé ce magnifique générique. Je pense que Christophe nous en parlera tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment très 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 joli. Et donc il y a eu, donc on se souvient du générique, mais alors l'île aux enfants, il faut rappeler le concept. C'est une île où il y a des enfants. Bon, ça, c'est une base. Merci, Captain Obvious. Mais surtout, il y a des dinosaures. Alors, pourquoi un dinosaure ? Il n'y avait pas de Jurassic Park à l'époque ? Non, mais j'avais ma fille qui avait 8 ans à l'époque et qui aimait bien les dinosaures. Et donc, j'ai demandé à Yves Brunier, que je connaissais un peu... Qui est dans le personnage. Alors, la voix à l'époque, voilà. Mais à l'époque, je lui ai demandé de me faire des propositions de dessin, et dont un dinosaure. Et finalement, avec Jean-Louis Guillot, on a choisi le dinosaure. Et puis, il a été retravaillé par Denis Dugas. Comme ça, on est arrivé à quelque chose qui était pas mal. Et effectivement, c'est Brunier qui s'est mis dedans. Et ça devait être un sacré truc parce que il devait pas être forcément très facile à vivre, ce costume de Casimir, parce qu'il est assez...
il est assez grand, il a l'air chaud. Alors, il est pas lourd, parce qu'il fait, je crois, 8 kilos. Il est climatisé. C'était très dur pour la température. Ouais, c'est ça. Il tenait 20 minutes, et puis il fallait changer, arrêter, l'aérer. Alors, ça a l'air de rien, mais pour ceux qui connaissent Casimir, ou qui s'en souviennent, ou qui vont aller voir sur le net des images de Casimir, c'est quand même un costume assez complexe. Et je veux dire, la bouche parle, il y a des labiales comme si il parlait vraiment. C'est pas une simple marionnette où on met la main dedans, il y a quand même quelqu'un dedans. Alors techniquement, c'était compliqué à actionner, Casimir, ou c'était simple? Il y avait quoi dedans? En fait, je me permets de répondre. Dans le costume est en mousse de polyester sculpté et recouvert d'un tissu qui s'appelait à l'époque le Somatex. Et à l'intérieur de la tête qui est sculptée, qui est creuse, donc il y a un casque de rugby en plastique qui permettait donc de maintenir la tête. Et Yves avait imaginé un mécanisme qui permettait, avec une mentonnière qui permettait, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, d'actionner en fait l'ouverture et la fermeture de la bouche de Casimir. C'était pas mal. Ingénieux. Quand tu dis un casque de rugby, c'est de rugby américain alors oui, c'est ça. Je suis très mauvais en ces sports-là, mais en tout cas, il y a un casque à l'intérieur en plastique qui permet de maintenir en fait la tête du personnage. Et puis il y avait un mécanisme, par contre, qu'il a imaginé, qu'il a fabriqué pour ses propres besoins, pour que la bouche puisse s'ouvrir en fonction de ce qu'il disait. C'est assez formidable. Oui, parce qu'avant, dans les émissions américaines comme Sesame Street, quand les grands personnages comme ça il y avait l'oiseau Big Bird. Eh bien, il fallait que le comédien qui était à l'intérieur lève son bras et actionne la bouche avec toujours une comme main. Ça. Donc, il n'avait qu'une main ensuite pour agir, et c'était très, très fatigant en plus. Pour la version française de Rue Sésame, donc un Rue Sésame avec Toccata et Mordicus, Toccata est actionné avec la main en l'air. Et aujourd'hui, dans la plupart des programmes de Jim Henson, pour les personnages qui sont très très grands, il y a eu aussi Tibère et la Maison Bleue. Tibère aussi est actionné de la même façon, avec une main à l'intérieur, donc c'est quand même pas très pratique. Quel boulot. Cela dit, c'était quand même aussi compliqué avec Casimir. Il y a d'autres problèmes qui se mettent en place, mais il avait un jeu en direct, donc il fallait aussi qu'il puisse jouer la comédie, et c'était pas doublé après. Donc il devait jouer, il devait bouger, souvent danser. C'était pas du tout doublé. Non. Donc le son qu'on entend dans l'île aux enfants, c'est le son du direct. Oui, sauf les chansons. Sauf les chansons, bien évidemment. Sûr. Ah, ça c'est balèze, parce que j'ai toujours pensé que c'était redoublé derrière. Pas qu'il n'y avait pas du playback, mais que techniquement c'était trop compliqué. On le voit, il y a une vraie spontanéité dans le jeu. Casimir est merveilleusement bien joué. Il y a quand même beaucoup de discipline dans le personnage, entre ce qui doit apparaître à l'écran, sa façon de se mouvoir, et sa voix nasillarde était accentuée par la difficulté de faire mouvoir, de faire bouger la bouche. Du coup, c'est ce qui donne cette caractéristique particulière. C'est une vraie technique d'acteur très particulière à Casimir. Exactement, très bon. Oui, mais ce qui est vrai aussi, c'est que de toute façon, on ne pouvait pas faire mieux que de faire du direct, parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Même pas assez de temps pour prévoir toutes les émissions. Oui, mais le temps, c'est de l'argent. C'est ça. Une émission finie, qu'il fallait déjà penser à la suivante. Oui. Mais c'était fou, ce démarrage avec 4h15 d'antenne. En même temps, il y avait l'île aux enfants qui continuait. Oui, il y avait les deux émissions s'ajoutaient l'une à l'autre. Et comment est-ce qu'on est arrivé à donner des... On n'a pas raté un mercredi. Non. Et le tournage était toujours dans les studios de Boulogne de la SFP? Non, alors, pour l'île aux enfants, on a démarré à Marseille. À Marseille, ah oui. Voilà, et puis ensuite, le village, les visiteurs du mercredi se sont déroulés à Boulogne. Non, à la SFP.
Comment ça s'appelait? C'était pas dans le 11e? Il y avait le parc. Oui, c'est ça. Des buts de Chaumont. Les buts de Chaumont, c'était la Chaumont. Voilà. Oh, pardonnez-moi. Non. Pareil, je cherchais. Là, j'ai dit. Et à Marseille, est-ce que c'était le quartier? Parce que là, ils ont rénové à Marseille, ça s'appelle le quartier de la Belle de Mai, où maintenant ils tournent notamment Plus belle la vie. Non. C'était pas cet endroit-là, parce que c'est devenu un endroit au début de tournage. des boulevards, de grands boulevards. Mais c'était un tout petit studio, hein. C'était minuscule. Oui, c'était presque une antenne de province. Quoi, Oui, c'était une antenne de province. Il faut rappeler aussi que L'île aux enfants était un programme qui était censé durer que 3 mois. Ça aussi oui, au départ, on devait démarrer 3 mois. Et ça a duré 8 ans. Et aussi, il faut rappeler que c'était un programme complémentaire à la rue Sésame. Et que finalement, le succès de Casimir a pris la place de la rue Sésame et c'est devenu un programme à part entière. Mais au départ, c'était quand même pour essayer de faire le minutage complet. Alors c'est marrant parce que moi, je suis né en 69, donc en 77, j'avais 8 ans. On avait l'impression derrière l'écran que c'était géant ce plateau. La magie de la télévision. Oui, mais c'est ça, c'est les optiques, c'est je crois que tous les gens qui ne connaissent pas la télé et qui rentrent sur un plateau, c'est tout petit. Disent, oh là là, c'est tout petit. C'est petit. Ouais. Oui, on le voit très grand. C'est comme parce que le plateau de l'île aux enfants faisait pas la taille du Nil. Hein. Ah non. Là, il était tout petit. En fait, c'est le contraire du Tardis dans John Woo. Dans Doctor Who. John Woo. Pardon, où on dit en rentrant, c'est plus grand à l'intérieur. C'est l'inverse. Quand les enfants rencontrent Casimir, ils l'imaginent pas aussi grand. Là, il y a un effet inverse parce que du coup, à la télévision, il est tout petit. Et du coup, quand ils le rencontrent, quelquefois, ils ont peur parce qu'il est vraiment immense. Il fait grand, ouais. Il fait 1m90. Alors, il y avait le plateau principal où il y a la boutique de bonbons, le kiosque de Julie, les ballons de François. Dans les personnages annexes, il y avait le facteur. La maison de Casimir aussi. Voilà, alors ça, c'est venu après, en fait. Très vite. Très vite. Ce sont les décors secondaires qui sont arrivés vers la fin, mais effectivement, il y avait Julie qui est vendeuse de bonbons dans son kiosque. Est-ce qu'il y avait vraiment des bonbons dans le kiosque? Ah oui. Et les enfants en profitaient? Oui, de temps en temps, pas trop. Non, il y avait le facteur. Parce qu'il y avait des vrais enfants qui jouaient sur le plateau. Alors ça ne devait pas simplifier la vie du tournage, parce que j'imagine qu'il y avait pas mal de restrictions pour les horaires, les temps de tournage, etc. Oui, mais c'était pas tellement, parce que finalement, ils ne jouaient pas des rôles, c'était pas des comédiens. Ils venaient sur le plateau, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils jouaient. Et donc, on avait des limites, mais comme avec Casimir, il fallait s'arrêter à peu près toutes les 20 minutes pour faire respirer Yves Brunier. Les créneaux s'arrangeaient comme ça. Il y a eu, j'ai très envie de savoir, est-ce qu'il y a eu sur toute cette période de tournage un affreux Jojo qui a fait des catastrophes sur le plateau, un gamin insupportable. Jamais. S'il n'y a pas eu de catastrophe. Vous aviez l'œil pour repérer les enfants sages. Il y a eu quelques petites situations rigolotes avec Casimir, avec son champ de vision qui était assez réduit, ou avec Hippolyte, quand il tournait, les enfants se recevaient un coup de queue de Casimir. Et puis, les pauvres. Je vois. Ou alors des enfants qui réclamaient à Julie des bonbons pendant l'enregistrement. Mais sinon, je pense pas. Ce qui devait être marrant, c'était les courriers aussi, j'imagine, des enfants qui écrivaient à Casimir, etc. Il y a toute une période où il arrivait plusieurs milliers de lettres par jour. Par jour. Et comment on fait alors pour gérer ça? On gérait... On répondait à un certain nombre de... Ah oui, j'avais une équipe qui était chargée de ça. Les enfants recevaient une carte postale. Les community managers de l'époque. Oui, ils recevaient les enfants écrivaient, et puis en retour, ils avaient une carte postale de l'île aux enfants. Il y a eu 3 ou 4 versions de fêtes, dont une de Noël, et les enfants avaient ça en retour. Alors, ce qui est génial avec l'île aux enfants, qui est donc cette émission qui est une espèce de fil rouge, avec une petite histoire qui est racontée, mais qui est ponctuée de séquences. Et donc, l'île aux enfants a servi de creuset à de la création
artistique et vidéo et de personnages que je trouve assez formidables. Alors on les retrouve dans le livre Les Visiteurs de notre enfance ou l'autre livre. On les retrouve dans Nos années Casimir. C'est ça, dans Nos années Casimir. Voilà, il y a un autre bouquin dans lequel on retrouve tous ces personnages qui sont dans les petites séquences qui ont ponctué Casimir. Alors, Christophe, vous avez parlé de Sesame Street, de Rue Sésame. Ça a été une des sources de ces petites séquences qu'on retrouvait entre le fil rouge de l'histoire de Casimir dans chaque épisode. Ces petites séquences de Sesame Street, on se souvient de Ernest et Bart, que j'adore, du Cookie Monster, de gâteaux, là, le monstre qui mangeait les gâteaux. Il y en avait d'autres. Il y avait des trucs nettement plus éducatifs, qui parlent de chiffres ou de lettres. C'est des choses qui étaient très prisées par les Américains pour avoir de la télévision pour la jeunesse et en même temps qui soit éducative. Mais vous avez été à l'origine, grâce à cette émission, de création originale. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Enfin, quelles sont les plus importantes, on va dire ? Les plus importantes, c'est toi qui t'en souviens. Moi, ça a été un terrain d'expérimentation pour beaucoup d'artistes. Et effectivement, Denis Dugas, qui a été sollicité par la production, il a créé le personnage de Gribouille, qui est un personnage emblématique de l'île aux enfants. Il y a eu la Noiraude. La Noiraude, La Noiraude, c'est une vache, je le tiens à préciser pour les plus jeunes. Qui a des problèmes psychologiques. Oui, c'était énorme. Il y avait... Et elle appelle son psy. Oui, elle appelle son psy. C'est pour les enfants. Mais regardez, essayez de trouver des épisodes de la Noiraude sur le net. Vous allez qu'ils aillent sur le site officiel, le Facebook officiel de l'île aux enfants. Il y a plusieurs épisodes qui sont présentés. C'est génial. Et on découvre les états d'âme de la vache Noiraude. Alors il y avait Antivol qui était Antivol, un oiseau qui avait tout fin avec un grand bec. Qui avait le vertige. C'est ça. Oui, et puis qui ne volait pas. Ben non, il ne volait pas. Sauf qu'il avait des ailes quand même. Alors, il avait des ailes. Mais il avait le vertige. C'est ça qui l'empêchait. C'était l'oiseau au sol. Alors c'est quand même des séries de qualité au-delà de leur esthétique visuelle. C'est quand même deux pointures. Il y a Gilles Guay au dessin et à l'animation et Jean-Louis Fournier qui est quand même très très connu dans le milieu des auteurs. Et ça a donné effectivement de magnifiques séquences intercalaires. Moi, pour le coup, je suis la plus jeune du groupe et c'est vrai que j'ai pas du tout grandi avec ça, mais pour préparer l'émission, j'ai regardé quelques images d'archives de Lina. Et oui, c'est vraiment... c'est pas du tout les dessins animés que moi j'ai connus quand j'étais plus petite. C'était plus des petits sketchs, mais c'est toujours excessivement bien écrit. J'ai été surpris par la qualité de l'écriture, de l'animation. Et moi, personnellement, j'ai adoré l'Alinéa. Oui, je trouvais que l'idée était vraiment... L'Alinéa, ça reste... L'Alinéa, c'est une grande émission. Ah oui, vraiment. Surtout que c'est un personnage qui ne parle pas, donc il a une espèce de broguins comme ça, très, très particulier. Et ça en a fait un succès... vraiment international. Alors c'est si simple. C'est écrit par Osvaldo Cavandoli. C'était au départ un personnage de publicité qui est devenu en fait un dessin animé. Et Christophe a eu l'intelligence de l'installer dans son émission. Mais il y avait la voix de l'Alinéa qui était incroyable. Oui. Enfin, parce que ça parlait pas, mais il y avait des gimmicks. Enfin, c'était incroyable. Non, c'était super. Moi, c'était très court. Ouais, c'est court, mais c'est super sympa. Il y avait aussi la minute du professeur Cyclopède. Desproges. Ah oui, alors ça. Avec Pierre Desproges. Incroyable. Il y avait Bobos le clown aussi, une séquence ludique avec un clown. Il y avait Yves Brunier a aussi créé Toba et les autres, qui est une séquence très rigolote avec des chansons amusantes. Je vous mets l'Alinéa en bruit de fond. Et ce que je disais à monsieur Christophe Yvard tout à l'heure, c'est que ce qui est dingue, c'est la... Je laisse l'Alinéa, je ne vais pas parler par-dessus, c'est pas possible. Alors l'Alinéa, c'était italien. Oui, on parle comme un italien. Alors il y a quelques petits mots qui ressortent d'italien, mais c'est quand même vraiment... Les sons. Il y a la rythmique dans la façon de parler qui est pur italien. De toute façon, on n'a pas besoin de comprendre puisqu'on comprend tout à l'image. On n'a pas besoin de comprendre ce qu'il dit, mais c'est vraiment formidable. C'est un super exercice de pantomime. Et ce que je trouve, moi qui a regardé les images et qui a feuilleté ces deux très beaux livres et que je disais à Christophe Yvard tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de dessins animés qui sont très différents. Il y a une grande liberté de création et en même temps, il y a une très forte unité entre tous les dessins animés qui sont proposés. Et on a l'impression que toutes les personnes, très librement, adhèrent à cette espèce d'esprit et d'univers qu'est l'île aux enfants. Et ça devait être des très grands moments de télévision que j'ai. Moi, il y a un truc que j'adorais, Christophe, c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez?
C'est de la pixelation. Ouais. Alors là, le son est pas bon parce que c'est des archives qui sont pas de bonne qualité. Mais j'adore la pixelation, c'est-à-dire de tourner image par image, mais des personnages vivants. Un personnage vivant. Et Pinky Pooh, qui est un espèce de magicien. C'est super bien. C'était une superbe séquence. C'était français, ça aussi? C'était une création à vous? Pinky Pooh, c'était français. C'était pas 2 mois. Parce que je prenais des auteurs que j'engageais pour faire leurs séquences plus ou moins librement. Ça veut dire que tout le monde préparait en parallèle ces petites séquences qui devaient être prêtes pour le fameux mercredi. C'est incroyable. Enfin, il n'y a jamais eu comme ça de gens qui n'ont pas livré leurs séquences. Les séquences, non, mais des textes, oui. Et du coup, c'était de l'improvisation non, il n'y avait pas d'improvisation du tout. Moi, j'étais assez catégorique sur les textes. Il fallait que ce soit écrit, il fallait que ce soit en bon français, il fallait que ce soit un langage accessible aux enfants, mais un langage d'adulte. Pas du tout bêtifiant. On les prenait pas pour des idiots. Voilà. Pas non plus moralisateur. Et pas moralisateur. Donc, et d'ailleurs, je dirais sur moralisateur, tu as raison d'en parler. Pour moi, le Casimir, ça a été aussi une réaction contre Nounours. Parce que la vedette pour des enfants à cette époque, c'était Nounours. Et moi, ce que je ne comprenais pas, c'est que on mette comme héros d'une émission pour les petits-enfants, finalement le personnage qui donnait des leçons en permanence. D'accord. Lavez-vous les dents, soyez sages, couchez-vous vite, etc. D'accord. L'autorité, quoi. Et donc, Casimir, j'en ai fait un enfant comme les autres enfants qui faisaient des gaffes, qui faisaient des bêtises, et je crois que c'est ce qui a permis que plein d'enfants, je ne veux pas dire que Nounours ne marchait pas, mais là, plein d'enfants se sont retrouvés dans Casimir. C'est un autre rapport à leur dessin animé, plus un compagnon que quelqu'un qui devait les éduquer. C'était un personnage sur lequel les enfants pouvaient s'identifier. Il fallait qu'ils s'identifient à lui. Ouais. C'était peut-être dans la mouvance de l'époque de Françoise Dolto qui commençait à expliquer qu'il ne fallait pas forcément avoir trop d'autorité sur les enfants. Enfin, je sais pas, peut-être que ça a été dans l'air. C'était dans l'air, ces histoires de considérer l'enfant comme une personne à part entière et de... je pense que je ne l'ai pas fait consciemment, mais... Peut-être, ouais. Il voulait surtout un rapport d'enfant à enfant. Voilà, et pas d'enfant à adulte, c'est surtout ça la nuance. Et puis Christophe a toujours parlé de programme ludo-enrichissant et non pas de ludo-éducatif. L'objectif c'était de s'amuser en apprenant, pas être obligé d'apprendre en s'amusant. C'est une notion fondamentale chez Christophe C'est Izard. l'amusement qui passe en premier. Oui, voilà, et tout en apprenant quelque chose, mais il ne faut pas que ce soit... C'est vrai que ça m'a marqué, moi, à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, on sortait de l'école, et donc on avait déjà eu notre part de rapport de force, et on avait envie à la maison, c'était un peu une soupape aussi. C'était une parenthèse, comme le dit Christophe, la parenthèse de l'île aux enfants, hyper importante. C'est vrai? Non, mais moi j'ai ressenti ça, moi je suis d'accord avec ça. C'était un moment hors du temps, hors de la vie quotidienne, sur une île particulière, inventée, avec des personnages à part. Et c'était, pour moi, ça permettait aux enfants de se détacher des problèmes quotidiens qu'ils rencontraient, etc. Ce qui allait à l'encontre. Et c'était un rêve. Ce qui allait à l'encontre du programme de Rue Sésame, qui n'a pas du tout fonctionné en France, pour la simple et bonne raison qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'école maternelle pour les enfants. Donc, ils ont besoin de ces points de repère, d'apprendre à compter, d'apprendre les couleurs, etc. Nous, on a la maternelle dès 3 ans. Donc, voilà, c'est pour ça que Casimir a mieux fonctionné que Rue Sésame. C'est essentiellement parce que, justement, les enfants ont la maternelle et quand ils rentraient à la maison, ils découvraient un programme qui leur permettait de se détendre et de ne pas retrouver les codes du quotidien. Aux États-Unis, ça ne les dérange pas de mettre une enfant handicapée, d'avoir
avoir des rapports avec des parents divorcés, etc., pour qu'il y ait des points de repère du quotidien. L'île aux enfants, c'était pas ça, c'était plus un moment de détente où on peut rêver et on peut s'accorder du temps pour juste observer des choses qui nous plaisent. Ça passait à quelle heure, l'île aux enfants? Je me souviens. Ça passait à 6h30. 19h. Ouais. 18h30 ouais, 19h. 19h Pas 19h, 18h30 peut-être. 18, ouais, Mais- parce que 19h, Mais si ça durait 4 heures... Ah non, 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 oui, ça, ça, c'est c'était le mercredi, ça. C'était le Ça, mercredi. c'était le ça. mercredi. C'était les visiteurs du mercredi. D'accord. C'était du live le mercredi. D'accord. Alors oui, justement, alors parlons un peu des visiteurs du mercredi. Alors deuxième grosse création, les visiteurs du mercredi. Je me souviens plus du principe exact, mais il y avait des séries là pour l'après-midi. Il y avait de tout. C'était découpé un peu en tranches d'âge. Ça démarrait par le coin des 6-10 et ensuite le club des 10-15. Et donc, je trichais un peu. C'était plutôt les 5-8 et les 8-12. Mais je voulais valoriser un peu les enfants. L'objectif étant de ne pas laisser les enfants trop longtemps devant le téléviseur. C'était Oui. l'objectif de Christophe Izard. L'idée- Chaque enfant avait son programme. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait ces tranches d'âge, parce que je pensais qu'il ne fallait pas que les mêmes enfants soient 4h30 devant la télé. C'est peut-être bizarre pour un producteur de télé. Non, au contraire. Mais ça me semblait bien. Et donc, on avait... pardon. Il y avait le plateau, pardon, je t'ai coupé. Il y a le plateau en direct avec les animateurs et les marionnettes. Oui, alors ce qui se passait, c'est qu'il y avait des plateaux donc comme il l'a dit, avec des animateurs. J'ai commencé avec Dorothée et Claude Rubin, et vite je suis arrivé sur Patrick Sabatier et il débutait quoi. et Soisy Carne. Ouais. Ben, j'ai eu presque que des débutants. Bon, à part Michel Chevalet. Et tous les ça, autres. c'était les visiteurs de Noël, C'est ça, exact. Oui, moi j'ai retrouvé le générique des visiteurs de Noël que j'aimais bien aussi. Et, moi, je l'aimais beaucoup. Donc ça, c'était la version pour les fêtes de fin pour les d'année. fêtes de fin d'année. Oui. Ah ouais. Alors pareil, encore Chantez la chanson des visiteurs de Pierre-Alec Noël. connaît par cœur. La vie sera belle. Encore une belle animation Hannover. de Ah ouais. Hannover. Superbe. Une chouette musique, elle est Superbe. entière. Pour les étrennes, Lise aura un berceau pour ses deux poupées. Tu chantes super bien en plus, Merci. là. Vraiment. Faut faire la remix. On va lui mettre une guitare. Mais oui. Sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. Décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle, belle, belle. Et donc c'est une réalisatrice, Marion Sarraud, sur cette émission-là. Oh, Marion a fait plein d'émissions, mais mais c'était pas par rapport au générique. Hein. Non, c'était l'émission du jour qu'elle réalisait. Oui. Là, on peut voir sur YouTube une émission en entier. Il y a 1h34 de visiteurs de Noël. C'est sympa à revoir. Hein, Pierre-Alec, je te donnerai le lien. Je suis pas sûr que ce soit totalement officiel. Non, totalement pas inofficiel. C'est un peu le problème avec YouTube et Internet. Oui, mais alors ça permet quand même de revoir les choses. Oui, mais c'est pas très officiel, mais... C'est vrai que ça permet de revoir des choses, mais s'il n'y a pas de respect au niveau des auteurs, c'est toujours un peu compliqué. Ça va bientôt changer. Ouais. Tu sais, il y a la fameuse directive... Article 13. L'article 13 qui va tout foutre par terre. Oui, c'est important de revoir, mais dans de bonnes conditions. Et comment ça se passe vis-à-vis de l'INA parce que j'imagine que l'INA... C'est l'INA effectivement qui gère les archives de quasiment la totalité des programmes de Christophe. D'accord. Mais pas que, il y a aussi TF1 pour l'île aux enfants. Oh la vache. Est-ce que vous Et puis alors les petits programmes, les interprogrammes qui venaient de différents endroits en dehors de vos productions locales, parce que donc il y avait Gribouille, il y avait ce genre de choses. Pour les enfants. Pour les enfants, mais ça on peut les retrouver j'imagine à l'INA, mais tout ce qui venait de Sesame Street ou l'Alinéa ou ce genre de choses, ça c'est pas géré par l'INA.
Alors, il faut quand même différencier Bonjour Sésame et Un rue Sésame. Oui. Bonjour Sésame, ce sont effectivement des séquences intercalaires qui viennent des États-Unis, qui ont été magnifiquement redoublées en France pour le programme. Ah, ils avaient des bonnes équipes de doublage. Bah oui, on retrouve Hernandez, etc., toute l'équipe du Muppet Show, voilà. Donc là, ce sont les programmes qui sont, eux, américains. Ensuite, on a eu la version production française avec Rue Sésame, avec Toccata et Mordicus sur un plateau français. On les retrouve à l'INA, peut-être. À l'INA, ils y sont tous, oui. Et c'est Christophe qui produisait aussi cette version-là ? Non. C'est-à-dire que moi, artistiquement, je supervisais tout. Pour Bonjour Sésame. Pas pour Un rue Sésame. Non, ça c'est venu après. Hein. C'est venu après. Et ça passait en alternance avec L'île aux enfants. Une semaine Casimir, une semaine Un rue Sésame. Ah oui, d'accord. Oui, ça a été... C'est une programmation qui a condamné complètement, parce que les enfants ne savaient plus si... ils n'avaient pas le fil, ils perdaient le fil. Non, puis ça mélangeait les enfants avaient l'impression que c'était le même programme, et c'était difficile de suivre. Voilà, c'était une programmation... Et puis il y en a qui n'aimaient pas Toccata et Mordicus. Sésame, et qui... C'est un peu comme dans un divorce avec une garde alternée, quoi. Il fallait attendre une semaine de plus pour voir C'est exactement horrible. C'est horrible, cette histoire. Du coup, le programme de Rue Sésame s'est arrêté et Casimir a pris la programmation dans sa totalité. Et donc, ça, il y a les visiteurs du mercredi et les visiteurs de Noël. Et il y a eu aussi Croque Vacances avec Claude Pierrard. C'est Claude. Oui. Alors, Claude, il était venu avec moi sur les visiteurs du mercredi pour faire le journal, comme il était journaliste à la TF1. Donc, il faisait un journal de 7 à 8 minutes. Oui, c'est ça. Donc, je m'en souviens. tous les mercredis. Et donc, comme moi j'arrêtais pendant les vacances, il a repris, lui, le créneau avec Croque Vacances. Et puis... Donc tout ça a marché jusqu'au jour où il y a eu un mix. Non, mais je veux dire, on est venu me dire que c'était pas la peine que je prépare la semaine suivante parce que l'émission s'arrêtait. Il venait d'y avoir un gros changement de directeur sur la chaîne. Ils voulaient plus des anciennes émissions. Et donc, les visiteurs du mercredi ont été arrêtés en 3 jours, quoi. Ça, c'était en 83, d'accord. Oui, en 83, ça a été arrêté. Et puis, donc là, j'ai eu certaines de mes assistantes qui ont repris en faisant quelque chose dans le même esprit. Parce que finalement, la chaîne voulait plus que ce soit moi, mais elle voulait quand même que ça ressemble à mes programmes. Et puis, bon... Voilà. C'est un monde difficile, la télévision. C'est un monde très bizarre. C'est un peu partout pareil en même temps. Ouais, mais enfin bon. Mais c'est vrai que là, ils ont arrêté l'émission pour des raisons bizarres, et ils ont refait juste après une émission qui est une espèce d'ersatz. Alors, c'était quoi? Ça s'appelait Mercredi Moi Tout. Donc, ils ont repris Anne Hofer pour refaire le générique. Elle avait accepté parce qu'il fallait qu'elle mange aussi. Et puis, pareil, le concept était pompé complètement sur les anciennes émissions. Ça a du 2 marionnettes qui présentent avec Métaline et Ornicard. Ils avaient changé l'équipe de marionnettistes, c'était l'équipe d'ailleurs de Duverne qui a fait après les Guignols, et puis des dessins animés qui ponctuaient comme ça avec des plateaux en live. Donc ça a été... les gens d'ailleurs s'en souviennent très peu. Mais ça c'est pas resté, c'est ce que j'avais dit. Non, on se souvient souvent des dessins animés qui étaient dedans, mais alors les marionnettes elles sont passées à la trappe. Rémi sans famille, ça n'est plus connu. Ah oui, les trucs japonais de l'époque. Ça a été surtout connu avec le Club Dorothée, non, Rémi sans famille, c'est repassé dedans. Peut-être que c'est repassé, certainement que c'est repassé, mais en tout cas non, les premiers dessins animés, parce qu'on parlait tout à l'heure des visiteurs du mercredi, Christophe a aussi fait connaître aux enfants Heidi. Moi j'ai connu Heidi grâce à Christophe Izard. Pareil pour le Capitaine Flamme qui est quand même hyper connu. Ah oui, ça... Voilà, on avait il y avait des séries qui étaient quand même très étranges pour l'époque. Il y avait La Pierre Blanche, les gens s'en souviennent, c'était quelque chose de très particulier. Voilà, donc on avait quand même une quantité de séries, de dessins animés nouveaux. Qui sont arrivés donc dans l'émission de Christophe et qui aujourd'hui sont toujours diffusés.
Donc ce sont quand même des choix qui ont été faits à l'époque par Christophe pour son émission. Il y avait tout le programme aussi, les programmes comme Diabolo et Satanas avec les en folie, bien, avec les fous du volant. Il y avait évidemment Scooby-Doo. On avait le Capitaine Caverne que les enfants adorent, etc. Le Club des 5. La série Le Club des 5 qui ont marqué vraiment tous les enfants de l'époque, qui l'ont vu en tout cas. Donc voilà. Ça se passait comment alors, Christophe, au niveau du choix des programmes? Vous alliez dans les ventes de programmes internationaux, il fallait être le premier sur le coup pour avoir le meilleur programme. Comment ça se travaillait, ça? Il y avait un peu de tout, c'est-à-dire que dès qu'il y avait des marchés ou des choses comme ça, j'allais voir. Sans ça, il y avait des représentants des séries, des maisons de production qui venaient me voir. Et puis, quand ça me plaisait, je prenais. Donc en fait, si on se souvient de ces séries, c'est parce que ça correspondait à ce que vous aviez personnellement choisi et que vous trouviez bien. En gros, oui. C'est important parce que ça veut dire que l'éditorialisation de l'émission, c'est pas uniquement le travail sur le look, les costumes, les scénarios, c'est aussi savoir ce qu'on va y mettre comme programme. C'est un choix orienté sur la qualité et pas sur la rentabilité. Ça, c'est déjà aussi un point important. À l'époque, il y avait un choix qui était fait sur l'intérêt que pouvait apporter une série ou un dessin animé. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui. T'en as un bon souvenir, toi, Posty, de cette époque de télé? Oui, bien sûr, parce que je trouvais qu'on avait le rythme on avait plus plus de temps pour apprécier, je trouve. Voilà, c'est ça qui m'est resté, c'est qu'après les choses se sont énormément accélérées. J'ai eu cette impression, une accélération du temps on nous fait croire aujourd'hui que ce sont les enfants qui ont besoin de cette espèce de rapidité, etc. Non, c'est la télévision qui a imposé ça aux enfants, qui au fur et à mesure ont découvert des programmes de plus en plus rapides, avec une consommation de plus en plus frénétique. C'est aller avec le fast-food et tout ça qui est arrivé. Et tout est arrivé en même temps, et aujourd'hui on dit on est tous pressés, mais c'est totalement faux. Il y avait, aujourd'hui on parle de l'état d'esprit des émissions de Christophe Izard. C'est quelque chose de fondamental parce qu'on a perdu cet état d'esprit, et ça allait justement avec la qualité du contenu évidemment, mais aussi le temps que les animateurs, les co-animateurs prenaient pour soit présenter quelque chose, soit... c'est à mon avis important. C'est bien ce que tu dis, Pierre-Alec, parce qu'on retrouve ça... Non, mais c'est vrai, on retrouve ça d'ailleurs dans les deux bouquins, et donc dans le bouquin sur les visiteurs de notre enfance, parce qu'on a commencé un peu à l'évoquer, mais en effet, Christophe, vous avez découvert beaucoup de talents au travers de votre émission. Pas que Dorothée, qui a démarré chez vous, Patrick Sabatier. Mais on a évoqué les noms, mais il y a par exemple notre ancien ministre... Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui a fait ses débuts chez vous. Avec une incroyable coupe, vous verrez sur la photo, il y a une photo incroyable dans le livre. Il a débuté donc avec moi, il y a eu Sabatier qui a débuté... j'ai fait venir aussi il y avait un vieux monsieur, génial, ça. Qui était merveilleux, qui racontait des contes sur les animaux et qui s'appelait Jacques Trémolin. Ah oui. Et c'est des choses qui s'assemblaient, et je crois, c'est vous qui le disiez, que à la fois il y avait une diversité dans l'émission, mais en même temps on sentait que tout était dans la même direction, cohérent, etc. C'était un peu familial, on avait l'impression faire partie de leur famille un petit peu. Oui, d'ailleurs les enfants aujourd'hui disent Swazicorn, c'était comme ma grande sœur. Ou une tante. Voilà, tout le monde dit c'était comme ma grande sœur, parce qu'elle avait l'âge d'être une grande sœur. Ouais. Mais c'est plus des enfants. Mais aujourd'hui, quand on leur demande, il y en a plein qui étaient amoureux secrètement de la jolie rousse Swazik, mais il y avait quand même beaucoup qui percevaient son personnage comme une grande sœur. Vous receviez des lettres d'amour ou des déclarations enflammées pour tel ou tel personnage? Je sens un peu mais c'était pas la chose principale. Oui, j'imagine. Il y avait quand même la rubrique du courrier, donc il recevait énormément de courriers aussi pendant la période des visiteurs du mercredi. Donc c'était une séquence qui était présentée par Swazik. Donc on présentait les dessins, les enfants lisaient les poèmes que les spectateurs écrivaient, etc. Donc c'était quelque chose déjà d'interactif. On demandait aux enfants d'envoyer des dessins, d'envoyer des dessins, d'envoyer du courrier. Bon duo.
non, mais c'était important, ça permettait aux enfants de s'impliquer dans l'émission et d'en faire partie. Donc il y avait beaucoup d'enfants quand on regarde l'émission, il y a beaucoup d'enfants. Donc nous, on était devant notre écran, on se dit tiens, ils nous demandent d'envoyer soit un dessin, soit une poésie, soit du courrier. Et je trouvais que c'était déjà interactif par rapport à l'époque. C'est très en avance. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. J'ai retrouvé d'ailleurs, j'ai retrouvé le bon générique des visiteurs du mercredi. Alors. Du mercredi, qui nous font voir la vie bien plus jolie. Nos livres et nos cahiers sont bien rangés, nos devoirs, nos leçons sont oubliés. Avec les visiteurs du mercredi, laissant de côté tous nos soucis. On voit des fleurs sur le béton, c'est la magie de leurs chansons. Les animaux, leurs cris, bravo! Ils nous offrent des rêves fous. Bonjour, c'est une émission spéciale cuisine que nous... Et voilà donc Sabatier. Émission spéciale cuisine. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Ça peut être une bonne transition avec les nouvelles créations. Mais quel bonheur. Alors j'aimerais juste te dire que les génériques donc dessinés, animés par un Hofer, les paroles écrites par Christophe Izard, la musique de Roger Pouli et la chanteuse c'est Anne Germain qui a aussi chanté le générique de L'île aux enfants. Et Anne Germain c'était la voix chantée doublée de Catherine Deneuve dans Peau d'âne et dans les Parapluies de Cherbourg. Donc voilà. Ah oui, une pointure. Une pointure. Voilà, on lui rend hommage, elle nous a quittés il y a 2 ans je crois, donc elle était très heureuse et elle était ravie de collaborer avec Christophe et Pouli sur ces émissions jeunesse. Elle aimait beaucoup qu'on en parle. C'était une fille formidable aussi. Ça reste, sa voix, elle reste dans les mémoires avec cette surtout avec L'île aux enfants où là vraiment il y a une empreinte chez tout le monde, c'est devenu un hymne. Tout le monde la connaît, même ceux qui n'ont absolument pas connu. Voilà, les gens qui n'ont pas connu L'île aux enfants et Casimir connaissent la chanson. C'est quand même quelque chose qui est resté. Et puis la mélodie est assez incroyable. Et puisqu'on fait de la technique, j'aurais juste 5 minutes pour expliquer les caméras de l'époque. Oui, très bonne idée, merci Bastille, c'est une bonne idée. Expliquer pourquoi on avait cette image inoubliable avec ces traînées rouge, vert, bleu et voilà. Bon, moi je suis technicien donc c'est mon... Mais tu as raison, c'est toujours intéressant. Bon, ça a beaucoup changé. Donc, ça a beaucoup changé et puis c'est intéressant de savoir comment ça marchait. Moi j'étais pas sûr, parce qu'à l'époque j'étais devant ma télé, je me disais mais comment ça marche tout ça. Oui, je pense que beaucoup d'enfants se posaient la question. Et j'ai fait ingénieur, peut-être un peu aussi à cause de ça, pour comprendre comment marchait la télé, la couleur, la diffusion par hertzienne. Ça m'a donné énormément envie tout ça. Comment est-ce que Casimir se retrouvait chez moi? Voilà, ça, et en couleur. Et en couleur. N'empêche que, mine de rien, pour arriver à comprendre tout ça, il faut s'intéresser à la propagation des ondes, au traitement du signal, à l'optique, à tout ce qui est montage vidéo, à tout ce qui est éclairage, mise en scène, champ de vision, enfin bon, il y a des milliers de trucs en fait. Oui. Il y avait combien de caméras sur le lieu du tournage 3. D'accord. C'est pas énorme par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Bah oui. Ça suffisait. Je pense pour pas perdre les enfants, pour pas avoir 36 000 plans de vue, voilà, ça suffit largement. Et nous allons pouvoir tester. Alors tu nous as amené. Parce qu'il faut savoir qu'avec ta société, tu développes non seulement, tu préserves la mémoire des créations de Christophe Izard. Entre autres, oui. Et effectivement, l'objectif est de développer des projets autour de ces propriétés, de ces belles propriétés. Et on a été contacté il y a maintenant 1 an et demi par un chocolatier français qui s'appelle Malakoff et compagnie, et Monsieur Romain Chaulier qui dirige cette société. C'est pas Malakoff Médéric. Non, c'est c'est bien parce que ça évite Malakoff et compagnie, parce qu'ils ont racheté justement la barre chocolatée Malakoff et qu'ils la refont. Il est quadra comme nous, et il a décidé de s'intéresser au personnage de son enfance. Il a fait appel à Casimir pour créer une pâte à tartiner. Et donc voilà, il s'est rapproché de nous, on a pu s'entendre, on a développé ensemble la recette, on a développé ensemble le packaging, les primes, et donc on a fait une pâte à tartiner qui s'appelle le Glooby Choco. Alors le Glooby Choco, le Glooby
Glooby Choco, du Glooby. Arrive à l'ouvrir déjà. Non mais alors c'est superbe parce que le packaging est vraiment magnifique. Alors le packaging, c'est un packaging innovant, comme on le dit dans le milieu. Voilà, donc ça se ferme en nœud de bonbons. Et dans le chapeau se trouve un magnet qui est offert, un magnet aux couleurs de Casimir. Génial. Et on retrouve. Voilà. Donc ce qui est intéressant de dire par rapport à la pâte à tartiner, c'est qu'elle est. Le nutrition fact est très bas. Voilà. 530 calories pour 100 grammes. Oui, mais elle est sans huile de palme. Ah, ça c'est bien. Elle est fabriquée entièrement en France, tout comme le packaging, le bocal, tout vient de France. C'est important de le signaler. Et il y a 23% de chocolat, donc ça en fait une pâte à tartiner chocolatée. Il y a de la noisette. Et on y a ajouté une petite fantaisie, on y a ajouté des pétillants. Donc ce sont des petits sucres qui claquent dans la bouche. On va goûter ça. Voilà, c'est l'effet de surprise. Et elle est où, Soisy Corn alors? Elle en mange, elle fait la pub. Elle fait la pub. Alors le Glooby Choco, qu'est-ce que ça donne? Alors moi je vais goûter, il y a des petites mignonnettes pour goûter. Voilà. Goûter aussi. Bah oui, tu parles, moi alors, ça s'appelle. Et donc, alors ma nutritionniste, et donc elle sera disponible dans quelques jours. Voilà, donc elle sort tout fraîchement. Et c'est vachement bon. Ouais, c'est super bon. L'expérience est super. Les gosses adorent, les parents adorent. Ah ouais, c'est génial. Ça ne souffre. Je vais ramener ça, mais voilà, la pâte à tartiner ne souffre pas de l'image négative de certaines pâtes qu'on ne citera pas. Et j'ai des enfants en bas âge, Mr. D, qui ont 8 ans, 6 ans. Ils vont adorer. Mais ouais, non, mais c'est super. Le Glooby Choco chez Malakoff et compagnie, chocolaterie artisanale française située à Banassac. C'est bon. Et donc voilà, pour le lancement, ce sera disponible dans un premier temps en ligne, donc sur le site de Malakoff qui devrait ouvrir dans quelques jours. Génial. Et puis ensuite avec une distribution sélective pour après finir dans certains magasins hypermarchés. Complètement super. Délicieux. Voilà. C'est excellent. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça magnifique. Bon, alors déjà le packaging est superbe. Merci. Alors, ça va coûter combien alors ça vaut. Alors, oui, il a raison de poser la question. Donc, on est sur un produit 100% français, donc ça sera vendu 8 € TTC. Ça va. Et les frais de port derrière, quand même. Je suppose, oui. Pour ceux qui vont commander en ligne dans un premier temps, qui voudront absolument récupérer leur Glooby Choco et leurs magnets, ce sera en ligne. Après, pour ceux qui pourront l'acheter en épicerie fine, en réseau sélectif, ils pourront l'acheter directement sur place. Alors, pour l'adresse sur le net, c'est très simple, c'est www.malakoff, MALAKO2F, 1855.com. Donc malakoff1855.com. Et j'imagine que le site est bientôt ouvert ou va ouvrir. Oui, dans quelques jours. Donc 1855, c'est le nombre de grammes qu'on va prendre à chaque fois. Et non, 1855, c'est la bataille de Malakoff. Un peu d'histoire, très cher. Okay. Finalement, tu n'es vraiment pas Jean-Pierre Descombes. Voilà, donc le site est pour l'instant en maintenance, mais voilà, j'ai bookmarké la page et j'irai voir. Je le signalerai sur Twitter dès que ça sera en ligne. C'est gentil, merci. C'est super. Et en plus, le packaging est vraiment très chouette. En fait, on est super content d'avoir travaillé dessus parce que on a eu carte blanche pour l'emballage, pour la recette, etc. Il nous a fait confiance. Et puis Christophe a bien voulu qu'on utilise le mot Glooby, non pas Boulga, mais Glooby Choco parce qu'on n'est pas sur la recette de Casimir. C'est Christophe Izard qui a imaginé cette recette dans les années 70 pour Casimir. Et j'aimerais bien qu'il nous raconte, si on a un peu de temps, l'histoire du Glooby. Bien sûr. Oui, alors le Glooby Choco, je dois dire que l'idée d'avoir mis des petites, de ce petit bonbon pétillant, c'est une super idée. Vous vous souvenez tous de ces bonbons oui, le Fritzi Pazzi dans les années 80. Voilà, qu'on trouve encore. Hein. Oui, c'est revenu. Voilà. Et donc, les enfants adorent ça. Et l'idée de l'avoir mis dans la pâte, je suis même très étonné qu'il ne se dégrade pas, puisque... Non, ça se dégrade dans l'eau. Et là, c'est de l'huile de colza. Donc, ça ne peut pas se... C'est génial. Voilà. C'est dans la bouche que ça éclate. C'est super. C'est vraiment super. Donc, Christophe, s'il vous plaît, racontez-nous l'histoire du Glooby Boulga. C'est vrai que c'est un des éléments importants de l'île aux enfants. Bon, donc, je me suis dit qu'il fallait que Casimir ait un plat à lui, parce que je trouvais ça important, et surtout que ce soit quelque chose que les humains n'aiment pas du tout. Donc, je pensais que c'était sympa qu'il ait son truc que tout le monde trouvait dégueulasse. Et je suis parti de mes souvenirs d'enfance pendant la guerre, où mon père avait dû fuir Paris, on s'était réfugiés dans le centre. Je vous raconte tout. Hein. Oui, mais c'est ça. On adore. On avait dû se réfugier dans le centre de la France. Et
donc il y avait là une dame russe qui, pour nous faire tenir tranquille, on était quand même 4 enfants, avec rien à faire, pas d'école, pas voir les gens. Et donc, elle nous faisait battre des jaunes d'œufs pour faire des sabayons, quoi. Et il fallait que ça devienne blanc, théoriquement. C'est-à-dire qu'on battait les œufs pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, une heure. Ça fait des muscles. Ça faisait des muscles et tout. Bon, et donc, elle appelait ça du Goggle-Moggen. Et donc, je suis reparti de cette musique du mot quand j'ai voulu faire le plat de Casimir. Et bon, c'était évidemment pas adapté, Goggle-Moggle. Et je suis parti j'ai eu l'idée de Gloubi Boulga. Et c'est comme ça que j'ai fait ce mot qui est devenu, qui a été repris par les hommes politiques. C'est incroyable. C'est rentré dans la langue française. On a réussi à le faire rentrer dans le dictionnaire. C'est génial. C'était il y a 2 ans, en 2016. C'est incroyable. Dans le Robert. Dans le Robert, oui. Et donc, ça a marché très bien. Et qu'est-ce que... Tu n'as pas raconté la fraise et le chocolat? Oui, la recette, pardon. C'était du chocolat râpé. C'est arrivé, j'ai fait ça un peu à la fin de la guerre. Donc tout ce qui m'avait manqué, je m'en étais fait une recette avec je râpais du chocolat, avec de la banane, de la fraise, de la confiture de fraises. Et le truc écrasé, c'était la banane écrasée. C'était la banane écrasée. Donc, c'était un dessert alors plutôt, le Gloubi. Ah oui, c'était un dessert. Je prenais ça en dessert. Et donc, avec ce truc-là, je me suis dit, tiens, c'est un mot qui... Goggle-Moggle, je le transforme en Gloubi Boulga. Et j'ai été très surpris du succès que ça a connu, surtout quand j'ai entendu des hommes politiques importants dire que le programme de leur adversaire était un vrai Gloubi-Boulga politique. Et finalement, c'était très bien. Bah toi, tu connaissais Ludmille, le Gloubi-Boulga? Je connaissais. Enfin, je veux dire, tu connaissais le mot. Je connaissais le mot. Je connaissais pas forcément l'histoire, mais je connaissais le mot. Là, tu es à côté de l'inventeur quand même. L'inventeur du mot. C'est quelque chose. Alors, pour en faire un plat avec Casimir, il a fallu ajouter de la moutarde forte et de la saucisse de Toulouse crue mais tiède. Bon, mais alors, quelqu'un l'a goûté, la version de Casimir? Oui, j'imagine. En fait, Casimir a été invité à la télévision avec Cyril Lignac, qui en a fait une vraie recette. Et alors? C'était pas mauvais parce tout est une question de dosage en fait. Oui, parce que la saucisse devait être. Oui, mais comme petite. Le sucré, comme c'est fumé, la saucisse, pourquoi pas? Voilà. Cru mais tiède. C'est trop marrant. Le Gloubi-Boulga, c'est un vrai souvenir. Alors là, je rappelle pour le Gloubi Choco, il n'y a pas ni moutarde, ni saucisse crue mais tiède. Je confirme. Ce sont des noisettes, du chocolat, de l'huile de colza et des crépitants uniquement. Je confirme. J'en reprends. Oui, tu peux, parce que franchement, c'est excellent. Je te ferai un retour demain matin de mes filles pour savoir si elles ont apprécié le Gloubi Choco. Et je vais leur faire au petit déjeuner, c'est sûr. Donc Christophe, après l'expérience, la longue expérience de l'île aux enfants, des visiteurs du mercredi, vous enchaînez sur quoi? Parce que vous n'êtes pas arrêté là, le travail, il y a eu d'autres émissions après. Oui, alors j'ai fait un passage... assez rapide comme directeur des programmes jeunesse d'Antenne 2. Mais à ce moment-là, il y a eu un changement de présidence. Oui, c'est à ce moment-là qu'on change de boulot à la télé. Et pof, j'ai de nouveau dégagé. Alors j'ai fait des émissions le mercredi matin. Alors j'aimerais juste rappeler, parce qu'on a juste zappé un petit truc, quand il y a eu plus de 900 émissions donc, de l'île aux enfants, l'émission s'est arrêtée non pas par manque de succès, mais parce qu'ils avaient, je pense, un peu fait le tour, et ils ont
enchaîné directement avec le village dans les nuages. Oui. Donc, il y a eu quand même le passage du village dans les nuages, donc l'équipe de Zabar. Oui, mais c'est ça dont je voulais aussi. Je suis là. Ça a duré 3 ans. C'est Brock et Schnock? Non, Brock et Schnock, c'est le visiteur du mercredi. Non, c'est les Abars, Patanok, Mouka. Oui. Je t'invite à chercher le générique. Mais je vais le trouver tout de suite. On reste quand même sur une famille casimiresque, mais ce coup-ci qui habite un nuage. L'objectif était différent, c'est-à-dire l'île aux enfants, c'était pour les enfants qui se sentaient seuls, donc qui est un peu perdus, etc. Et là, c'était les rapports des enfants dans des modèles familiaux différents. Nous arrivions d'un pays sans lumière, nous naviguions sans but près de la terre quand apparut au détour d'un nuage devant nos yeux un pays bleu, un monde à part, perché sur un nuage. Ce monde à part est un petit village qui en secret flotte autour de la terre. Viens avec nous au pays doux, au pays fou. Chanson. Donc toujours la même chanteuse. Alors là, c'est chanté par Dominique Poulain, qui a chanté aussi le générique de Candy, et qui est une ancienne fléchette, donc de chez Claude François. Et non pas une Claudette, une fléchette, et qui avait son groupe, etc. C'était la chanteuse lead. Et le générique est aussi réalisé par Anne Hofer, et imaginé par Anne Hofer. Très jolie chanson. Écrite par Christophe Isard et la musique de Roger Poli. Toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Du coup, en feuilletant le bouquin, dans cette émission, la Réchaud et Frigo, c'était les frères Jolivet. Oui, les frères Jolivet. C'était Pierre et Marc Jolivet. C'est fou. On oublie Salut, ça. c'est moi, Réchaud. Oui, mais c'est excellent. Salut, c'est moi, Frigo. C'est ça le truc, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces émissions ont permis de révéler un nombre de talents incroyables. Oui, c'est pas mal. Et pas que seulement des talents devant l'écran, puisqu'on en parle pour les conceptions de génériques des émissions, des compositions de la musique, mais aussi la direction artistique, toute cette créativité. C'était quand même génial de pouvoir produire tout ça. Oui, ce qui est formidable, c'est que quand on cherche des personnages pour des émissions, quand on s'adresse à des gars qui ont déjà du métier, ils ont des demandes, ils ont un plan de carrière, alors que quand on fait débuter des gens, ils sont tellement contents qu'on leur fasse confiance, etc., qu'ils rentrent... Même si on les dirige pas apparemment, moi c'est un truc qui me fait plaisir, c'est qu'ils disent tous Christophe me laissait faire ce que je voulais, il n'intervenait jamais, etc. Et on s'aperçoit à l'arrivée que quand même il y a une unité pour tous qui parlent. C'est ça le travail de producteur, c'est d'être derrière sans trop. Voilà, c'était ça qui la créativité. Qu'ils ont carte blanche. Bien sûr. C'était passionnant et moi je suis ravi que tous ces gars-là et toutes ces filles aient pu débuter chez moi. Quand on voit le nombre de personnalités qui sont devenues, qui ont une carrière fabuleuse, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'émissions jeunesse qui a permis ça. Non, c'est clair. Avec une telle identité, surtout. Exactement. Pareil, mais même le choix de dessin animé, là, je revois les fous du volant, Satanas et Diabolo. Il y a des dessins animés produits par Hanna et Barbara, il y en avait des tonnes. Mais celui-là était très particulier, vraiment. Ouais. Et donc, ça m'a laissé un souvenir absolument impérissable. Avec un fabuleux doublage aussi, ça joue énormément. Mon premier d'Hanna Barbera, ça a été Scooby-Doo. Bah oui, celui-là aussi, on l'a pas oublié. C'est clair. Interplanétaire, celui-là. C'est clair. Énorme succès. Marie Dauphin. Donc, le village dans les nuages, belle grosse parenthèse de 3 ans. D'ailleurs, on me dit sur le live, sur le chat, puisque le live est de retour, que les gens qui nous suivent ont beaucoup de souvenirs du village dans les nuages. C'est peut-être probablement parce qu'ils étaient... plus récent. Voilà, c'est plus récent. Oui. Ils avaient l'impression que ça avait duré plus longtemps que ça, mais non, 3 ans seulement. Ce qui est pas mal. Ça fait quand même plus de 450 émissions. Oui, c'est donc, pas dans mal. la perception d'un enfant de 8-12 ans, on va dire, c'est énorme. Moi, j'en ai aussi de très bons souvenirs. Et il n'y avait pas de rerun, il n'y avait pas de rediff des émissions en boucle. Non. Il y a eu de temps en temps, si on avait un problème,
Il y a quelques émissions qui sont repassées, mais... Ça arrivait rarement. Mais c'était vraiment exceptionnel. C'est ça qui est génial, c'est que aujourd'hui, c'est la folie du rerun. Les programmes repassent 12 000 fois. C'est insupportable. Et alors que non, à l'époque, on Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choses, il faut les fidéliser, il faut les marteler. À l'époque, on était tous devant l'écran, que ce soit sur Casimir ou le village en ligne nuage. Donc pas besoin de fidéliser, le programme se suffisait à lui-même. Il était de qualité, il était distrayant, on apprenait des choses en s'amusant. Je pense que c'est ce qui faisait le succès et l'intérêt du programme. Donc pas besoin de rediffuser. Et au contraire, du coup, on découvrait à chaque fois un nouvel épisode, une nouvelle histoire et de nouveaux rebondissements. Moi, je sais que j'ai été bercé par le village en ligne nuage de par mon âge et j'ai adoré les histoires de Christophe. C'était vraiment superbe. Bien sûr. C'est vrai, c'était magnifique. Et c'est ponctué de magnifiques chansons. Vraiment, il y a des chansons... je vous invite tous à les redécouvrir. Hein. L'UNMI, toi, tu as déjà fait ta petite enquête. Ça t'a permis de te replonger là-dedans. Posti, toi, tu n'as pas eu envie, toi aussi qui as des enfants comme moi, tu as montré un peu des émissions de ta jeunesse à tes filles ou pas? Non, pas trop, parce que j'avoue que ça les passionne pas. Mais après, on peut essayer, pourquoi pas. Faudrait que je leur montre, moi aussi. Alors, non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que quand on en parle, on adore en parler. Je suis ravi d'en parler ce soir. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très personnel. Même entre parents et enfants, on partage des films, on partage parfois une série télé, mais ces émissions d'enfance, son émission de jeunesse, elle est un peu pour soi. On la garde pour soi, on la garde dans sa mémoire. C'est marrant. Hein. Alors moi, ça m'avait donné envie chez moi. Je m'étais amusé parce que mon père avait une des premières petites caméras Super 8. Et je faisais de l'image par image, du coup, pour essayer de refaire le clown, là, en pixelisation. Voilà. Bobos Non, pas Bobos, je pense que c'est pas Pinky Poo. Parce qu'en regardant ça, je me disais, mais comment est-ce qu'ils font? J'avais essayé de le refaire à la maison. C'est quand même Gabriel Coteau qui a produit ça. Ouais. Voilà, on l'a retrouvé après. Je pense qu'il devait utiliser de la pellicule argentique. Oui, bien sûr. Donc j'avais refait ça. La plupart des trucs étaient tournés en pellicule à l'époque. Il n'y avait pas de vidéo. Ah si, mais si, justement. Il y avait la vidéo pour le live. On va en venir au direct, je vais expliquer les caméras. Et on me demande, sur le chat, s'il y avait eu une fin à l'histoire du village. Une fin à l'histoire du village, si, il y a eu une séquence où il partait, non? Je ne peux pas répondre, je n'ai jamais aimé les fins de toutes les séries, donc je me garde, encore à mon âge, je ne veux pas voir la fin ni de Rémi, ni de Candy, ni de Jace, enfin Jace n'en a pas, mais moi je ne peux pas répondre à cette question. Ulysse, il y a une fin aussi. Moi, peut-être. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Mais je crois quand même que j'avais fait une fin, mais une fin très légère qui laissait la porte ouverte à Arthur et... Oui, on ne sait jamais. Oui. On ne sait jamais. Bon, Posti, tu avais envie de me raconter un truc parce que... Il me vient à l'esprit deux choses techniques que je voudrais expliquer aux gens. D'abord, à l'époque, en régie, on n'enregistrait pas les choses parce que c'était de très mauvaise qualité, les bandes magnétiques. Et par exemple, je pense que les gens qui venaient Christophe, te livrer leurs bandes sous forme de pellicule, et il y avait, je pense, en régie, un télécinéma où ils amenaient leurs pellicules. Et ça, au moment de la diffusion, il y avait un transfert via un système tritube qui s'amusait à envoyer le signal qui convertissait en fait la pellicule argentique en signal de télévision. Donc ça, c'était le premier... Oui, c'était pas enregistré sur des bandes. Voilà, l'enregistrement restait en argentique jusqu'au dernier moment de la diffusion. Pour moi, enfin, je sais pas, bon, c'était après... Je peux pas être aussi précis que ça, parce que je m'en occupe... Bah oui, c'est normal, moi, je suis le technicien. Il y avait une script formidable qui s'occupait de ça. Il y avait c'était transparent pour... Oui, ça se passait en régie. Voilà. Vous étiez pas en régie, Christophe? Pas trop? Si, mais juste pour regarder le moniteur final, quoi. Non, ça Vous aviez eu envie de réaliser un moment les émissions derrière les manettes? J'en ai réalisé, voilà, notamment dans le village dans les nuages. J'ai réalisé pas mal d'émissions. Et donc, les caméras elles-mêmes... Alors, oui, alors voilà. Alors maintenant, juste pour expliquer, parce que aujourd'hui, les caméras sont complètement électroniques, avec ce qu'on appelle des capteurs CCD. Donc ça, comment dire, enfin, il y a deux types de capteurs maintenant. Il y a les capteurs CCD puis les capteurs CMOS qu'on a tous dans nos appareils photo. Et donc à l'époque, ça va peut-être étonner beaucoup de gens. Dans les caméras, donc on appelait ça des caméras tritubes.
Et la façon dont on faisait la captation de la lumière dans les optiques, c'était super marrant parce que c'était l'inverse exact du tube cathodique qu'on avait chez nous. Alors, comment ça se passait ? La lumière arrivait sur l'optique, alors à l'époque c'était Thomson avec souvent les optiques ingénieux qui étaient... c'était énorme. C'était énorme. On aurait dit des canons, des lanceurs de missiles, quoi. C'était assez incroyable. Déjà à l'époque, c'était énorme parce qu'ils avaient déjà introduit les zooms motorisés. Donc, et c'était presque des manips à l'intérieur de labos d'optique où on s'amuse à déplacer sur une course hallucinante des optiques en translation. Il y avait un prisme après qui s'amusait mais ça c'est toujours le cas, mais en miniature maintenant, à séparer le rouge, le vert, du vert du bleu. Et le bleu. Ouais. Mais là, cette fois, au lieu d'arriver sur des capteurs CCD que tu connais, Mr. D, eh ben, c'était assez marrant parce que c'était donc des tubes cathodiques qui fonctionnaient avec le chemin inverse de l'affichage qu'on avait chez nous. Alors, ça fonctionnait de la façon suivante. Il y avait une membrane optique devant le tube qui avait comme rôle de convertir donc la lumière en électricité au moment où passaient les électrons qui étaient envoyés par le canon. Et en fait, c'était exactement l'inverse d'un tube cathodique. C'est-à-dire qu'il y avait un faisceau d'électrons qui avait un balayage en X et en horizontal et en vertical. Et en fait, lorsque la lumière arrivait pile au moment où il y avait le rayon d'électrons qui arrivait sur cette surface photosensible, eh bien on avait un signal électrique qui était produit par le choc des photons sur cette plaque photosensible. Et alors, maintenant, c'est juste pour expliquer pourquoi dans les shows de Maritti, Gilbert Carpentier, dans Casimir, on avait des traînées un peu rouge, vert, bleu, la rémanence, et puis surtout, on fallait pas s'amuser à faire trop de panotage de la caméra. Alors un peu comme au cinéma, parce qu'ils avaient 24 images secondes. Alors là, on n'avait pas des problèmes de nombre d'images par seconde, mais on avait des problèmes de rémanence du rouge, du vert et du bleu. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais alors ces caméras, il y avait deux problèmes. Elles étaient très très peu sensibles à la lumière. Du coup, il fallait énormément éclairer les plateaux. Je pense que ça, c'était... C'est pour ça que le pauvre Casimir avait très chaud. Ah oui, parce que ça devait pas l'aider, le gars. Parce qu'à l'époque, là, vous voyez, on est dans un petit studio, on a 3 projecteurs qui sont des projecteurs LED, en plus des lumières du plafonnier, et les projecteurs LED ne chauffent quasiment pas. Alors qu'à l'époque, on utilisait des lampes, voire des HMI, des très hautes fréquences de lumière qui étaient très très chaudes. Et la rémanence, le problème de la rémanence, c'est qu'on avait donc 3 tubes qui devaient fonctionner synchrones au niveau du balayage, mais il fallait que la lumière arrive pile au moment où le spot finalement était présent à un instant donné sur la plaque photosensible. Et ça, le problème de ça, c'était que du coup on avait un certain temps de scan qui faisait qu'il fallait que ça revienne pour rebalayer, alors que les capteurs CCD aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de la décharge, et on peut s'amuser à les décharger en parallèle. Et donc on a beaucoup moins de rémanence. C'est-à-dire que toute l'image se forme sur l'ensemble du capteur CCD ou CMOS, alors qu'à l'époque il fallait attendre que le truc ait tout balayé. Voilà, donc à 25e de seconde. Et donc ça créait des énormes problèmes, parce que après il fallait gérer derrière ce qu'on appelle, il y a 2 autres paramètres importants en optique, il y a le shutter, c'est-à-dire l'ouverture et ça, le problème, c'est que c'était constamment un compromis, parce que si on ouvrait trop, on n'avait pas assez de profondeur de champ. Donc à ce moment-là, en gros, pour faire court, les acteurs étaient flous ou les arrière-plans étaient excessivement flous. Donc il fallait trouver un compromis terrible qui était qu'il fallait fermer, il fallait diaphragmer suffisamment pour avoir une profondeur de champ à peu près correcte, tout en gardant une image pas trop bruitée. C'était absolument... les techniciens devaient vraiment avoir beaucoup plus de mal que maintenant. Gros travail de technicien. C'était un gros travail de technicien. Et puis alors après, il y avait encore... le fait qu'il y avait toute cette histoire était finalement en sortie des caméras, c'était de l'analogique. Et alors le truc terrible de ça, alors ça avait des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que l'analogique, ça marche toujours, même quand tu as des faux contacts, ça passe. Tu te souviens quand on dupliquait des cassettes VHS, on perdait, mais... Tu perds, mais tu vois toujours quelque chose. Alors que quand le numérique est arrivé, on pouvait avoir carrément un arrêt complet de l'image, ce qui était absolument terrifiant en direct. Donc on n'avait pas ce problème, mais par contre, on avait un mal fou à garder un signal correct jusqu'à la diffusion, c'est-à-dire qu'au travers après de toutes les différentes machines de la régie qui pouvaient être soit un chroma key, soit déjà le simple fait de switcher les caméras, ça affaiblissait le signal analogique.
Et donc ça faisait qu'au final, c'était une gageure d'avoir une qualité d'image correcte. Donc je rends hommage à tous ces techniciens de l'époque qui ont vraiment se sont battus avec la technique, c'est vraiment ça. Et sans compter, et je termine, parce que tous ces balayages étaient extrêmement mécaniquement, je dirais, c'était pas évident, parce qu'il fallait régler tous ces faisceaux de déviation, et il y avait des bobines à l'intérieur des tubes qui vieillissaient. Et donc ça veut dire que la fiabilité des caméras était très mauvaise. On comptait à l'époque la mean time before failure, c'était de quelques heures de fonctionnement. Alors qu'aujourd'hui, une caméra Sony tri-CCD de plateau, ça a un temps avant panne de 100 000 heures. Donc, si tu veux, dans un match de foot, quand tu arrives avec tes caméras Sony, tu es certain que tu vas pas avoir de problème. À partir du moment où le match commence, tu sais que pendant tout le match, tu n'as pas de problème. Après, si c'est correctement, les BNC sont correctement mis, ça va. Mais à l'époque, tout pouvait arriver. Et je me souviens de show de Mariti Gilbert Carpentier où, paf, il y avait carrément un tube qui avait explosé. Alors, ce qui était terrible, c'est que sur une caméra tritube, quand tu avais perdu le rouge et qu'il te restait le vert et le bleu, bah, tu avais une image à la con. Un peu bizarre. Qui était, au niveau colorimétrie, et ben, déjà Casimir devenait vert. et donc, parce qu'en plus, les pannes n'étaient pas franches. C'est-à-dire que c'est pas tout qui tombait en panne, mais tu pouvais avoir une colorimétrie extrêmement mauvaise. Et le pire du pire, c'était quand on commutait. La difficulté, c'était la balance des blancs. Du coup, parce que on faisait la balance. Que tous ces tritubes, il fallait les touiller avec des potards pour à peu près avoir la bonne colorimétrie. Et alors, c'était comique parce que souvent, quand les chanteurs arrivaient ou les acteurs étaient blancs, alors là, c'était terrifiant parce que tu switchais et tout d'un coup, le type, il était un peu verdâtre, un peu rougeâtre, un peu jaunasse. Et on pouvait rien y faire. Voilà. C'était juste pour un hommage de cette période de pionnier, quelque peu. C'était pas du direct. C'était pas du direct. Les enfants, non. Mais c'était enregistré. C'était enregistré sur quoi? C'était les conditions du direct quasiment pour enregistrer. C'était enregistré sur des 1 pouce. Non, des 2 pouces. 2 pouces même, ouais, c'est des énormes bandes. Et au début, c'était marrant parce qu'ils enregistraient sur pellicule argentique. Oui, mais avant, mais dans les années 50. C'était avant. Ouais, c'était avant, il y avait quand même du 2 pouces. Pour conclure, parce qu'il commence à se faire tard, on va rendre sa liberté à Christophe Izard, qui est quand même a encore un peu de route. Vous avez, Pierre-Alec, un peu de route pour rentrer. On a une petite heure et demie. Quel regard vous jetez aujourd'hui sur la télévision de manière générale? Parce que finalement, vous êtes à un moment spécialisé sur la jeunesse, mais vous avez eu une vue d'ensemble de la télévision. Est-ce qu'on parlerait en vieux con, on dirait que c'était mieux avant? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de l'espoir? Quel regard vous portez sur ce qui se fait? Sur les émissions, il y a des tas de choses excellentes et d'autres ils le sont moins, mais ça, c'était pareil à cette époque. La seule chose que moi je n'aime pas, mais c'est tout à fait personnel, j'aime pas le développement dans certaines émissions de variété du gag, tout le monde peut tout faire, parce que pour moi, une émission de télévision, quand on a la chance d'en faire une, il faut essayer de la cadrer, de la soigner, etc. Mais je fais sûrement partie des vieux cons. Donc. Alors, il y a ça, et sans ça, pour les enfants, je trouve ça un peu décevant parce que chaque fois que j'ouvre, je tombe sur des séries américaines ou japonaises et où ça va tellement vite. Moi, quand j'ai fait l'île aux enfants, je voulais un moment de repos, de tendresse pour les enfants, un moment où ils se sentent à l'aise, tranquilles, hors d'une vie trop rapide. Et là, toc, on est 2 fois plus vite que la vie quotidienne des enfants. Et 2 fois, c'est peut-être 10 fois plus vite. Bon, je pense qu'il y a plein de bonnes choses, mais il y a eu C'est pas sorcier, par exemple. Bon, ça s'est arrêté aussi, mais c'est une émission que vous auriez aimé faire? Je sais pas. Vous l'avez vu, C'est pas sorcier, avec Jamy et Fred? Oui, mais... Bon, c'est pour les plus grands déjà, c'est pas pour les petits, mais bon. On peut aimer voir, mais je sais pas si je l'aurais bien faite ou s'il y a ça aussi. Pierre-Alec, toi, tu as concrétisé un peu tes souvenirs d'enfance en un travail quotidien.
Oui, nous on s'est posé la question. Si on s'est dit aujourd'hui, est-ce qu'on passerait pour des vieux cons en proposant de faire revenir des personnages de notre enfance? Donc on a essayé et on a réussi avec Gribouille, un des personnages de l'île aux enfants qu'on a remis au goût du jour. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé chez nous en équipe. On a développé le nouveau concept avec l'auteur Denis Dugas. Ça a été produit par Moving Puppet. Aujourd'hui, il y a 52 épisodes qui sont diffusés sur Piwi+. Et la deuxième saison qui arrive, qui est en train d'être montée. Donc 52 nouveaux épisodes. Il y a toujours le bruit du marqueur. Non, mais si vous voulez, ça c'est un bruit qui me reste dans Gribouille, c'est le bruit du marqueur. C'est le bruit que faisait Denis avec sa bouche. Oh. Ah ouais. Peu de gens le savent, mais en tout cas c'est comme ça qu'il faisait le bruit du crayon. On l'explique dans nos années Casimir. Donc aujourd'hui voilà, on a voulu conserver l'idée des émissions de Christophe Izard, donc un vrai plateau tourné en France avec des marionnettes. Ça aurait pu partir en Asie ou enfin en Inde ou en Chine pour être fait entièrement en 3D. Nous on voulait conserver la magie de cette époque-là, donc on a fait un programme hybride où il y a de la marionnette, il y a de la motion capture, on a créé un nouveau personnage qui s'appelle Minimine. Donc on s'est dit voilà, on a pu le faire avec Gribouille, il y a 104 épisodes aujourd'hui, et là on aimerait pouvoir faire revenir, non pas Casimir, mais une émission avec l'état d'esprit des émissions de Christophe Izard, incluant l'île aux enfants, Casimir. Donc on travaille actuellement sur ça. Alors, on a de nouveaux outils, je parlais de la motion capture, c'est un outil formidable pour éviter d'avoir un comédien constamment habillé en marionnette. Coincé dans sa marionnette. Voilà, donc on a un comédien mais qui est capté avec des capteurs et qu'on peut faire bouger. Donc il y a eu un premier test avec une entreprise qui s'appelle Mocap Lab, donc qui sont assez concluants. On en a quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire on arrive à avoir quasiment presque les coutures du costume en étant de la 3D. Mais on voudrait faire évoluer évidemment ça dans un décor en reprenant les idées de Christophe qui sont toujours actuels et qui fonctionnent toujours. Le kiosque, les personnages Julie, François, Monsieur Dusnob, le facteur, etc. Ce sont des personnages qui sont imaginés pour le plaisir des enfants, donc qui n'ont pas de temporalité. Donc voilà, on essaye de travailler là-dessus, on est bien parti et on espère qu'on aura de la réceptivité autour de ces projets-là. Ouais, c'est super. Merci. Lucie, est-ce que tu montreras à tes enfants les émissions de Christophe Izard? Déjà, j'aimerais les regarder moi-même. C'est une bonne idée. Voilà, je vais les regarder ensemble, mais j'aime beaucoup l'atmosphère. Et il y a certaines émissions que je trouve même très agréables du haut de mes quelques années, peut-être un peu moins que vous, mais qui sont même très agréables à voir à mon âge. Et puis, j'aime beaucoup l'univers et j'aime surtout la réflexion qu'il y a autour de l'enfant dans les émissions, qui a vraiment une connaissance qui est toujours actuelle maintenant et qui n'est pas juste pour les enfants de cette époque-là, avec une émission qui a été vraiment pensée pour les enfants et par quelqu'un qui a su garder son âme d'enfant et je trouve ça vraiment très beau. Merci. C'est tout à fait bien dit. Il faut cultiver son âme d'enfant. Exactement. Je suis d'accord. Moi, je vais remercier 1000 fois Christophe Izard d'être venu ce soir. Ça nous a fait réellement plaisir. Oui, merci voilà, ça nous a beaucoup touché. On a dîné ensemble avant. On a passé un excellent moment. C'est vrai. Voilà, on a enregistré cette émission. On a eu quelques petits problèmes techniques. Voilà. Et on nous dit sur le net, 35 ans plus tard, l'enfant que j'étais à l'occasion de vous remercier. Merci, monsieur Izard, de la part de Guillaume Leroy qui est sur le chat. Donc, on a aussi l'occasion ce soir de vous dire merci. Christophe Izard pour toutes ces merveilleuses heures, ces merveilleuses années qu'on a passées à regarder vos émissions. Et merci beaucoup à vous pour cet accueil si chaleureux. C'était le minimum qu'on pouvait faire. Merci aussi beaucoup Pierre-Alec, on se connaît depuis quelques années, mais on n'avait pas eu l'occasion de se voir dans un ATG. Je suis ravi que tu sois venu, j'espère que tu reviendras parce que tu as d'autres choses à nous raconter. J'ai certainement plein de choses à vous raconter, mais moi je voulais vous remercier énormément pour cette invitation. Je suis toujours ravi d'accompagner Christophe et de parler de ces émissions qui m'ont aussi fait rêver. Merci à toute l'équipe, c'était adorable. On rappelle donc les deux livres qui sont chez Hors Collection, Les visiteurs de notre enfance, et l'autre c'est Nos années Casimir. Et dans quelques jours, allez sur le site malakoff1855.com pour acheter votre Glooby Choco. Voilà, on regrette que LTP n'ait pas été là parce qu'il aurait mangé tout le Glooby Choco, c'est sûr. Ah oui.
On salue Herbie qui se disait qu'il n'allait pas venir nous parler de livre de SF ce soir parce qu'il s'est dit que le sujet ne s'y adaptait pas. Pourtant, il y a un dinosaure avec des enfants. Il y a un vaisseau spatial. Et il y a Captain Des Flamme. effets spéciaux. Herbie, t'as raté l'occasion. Moi, j'ai quand même réussi à placer un peu d'électronique. Ah oui, non, c'était très bien fait. Et puis, on salue Clems qui voulait venir mais qui était très occupé. Oui. Voilà. Et Nico qui un jour peut-être reviendra aussi, on espère. Avec un gâteau. Avec il a intérêt à se faire pardonner. Un globi-boulga. Encore un podcast sans accro ou presque. Un podcast sans accro. Merci encore. Merci, bonne fin de soirée. Au revoir. Bonsoir.